L'État Abdelkader Ben Salah a reçu aujourd'hui au siège de la présidence de la République à Alger les ambassadeurs de 10 pays qui lui ont remis leur lettre de créance. L'ambassadeur de la Grèce a exprimé le souhait de son pays de renforcer la coopération avec l'Algérie et de l'élargir à d'autres domaines. L'ambassadeur de Ghana s'est dit pour sa part convaincu que les relations algéro-ghanéennes peuvent être renforcées davantage. L'ambassadeur de Bahreïn a affirmé quant à lui sa détermination à œuvrer pour le développement des relations bilatérales et de les hisser à un niveau supérieur du bénéfice des deux pays frères. L'ambassadeur de Gambie en Algérie a exprimé de son côté la disponibilité des autorités de son pays à coopérer avec l'Algérie sur le plan économique et pour le développement des deux pays. L'ambassadeur du Mexique a affirmé que les gouvernements algériens et mexicains entretiennent un dialogue et une collaboration fluide, rappelant que les deux pays sont liés par une amitié solide et profonde. L'ambassadeur de la République de Corée a réitéré pour sa part la disponibilité de son pays à accompagner l'Algérie dans sa stratégie de développement global. L'ambassadeur du Mozambique a exprimé quant à lui la gratitude de son pays pour toute l'aide apportée par l'Algérie aux Mozambicains dans le domaine de la formation. L'ambassadeur d'Éthiopie a affirmé pour sa part sa détermination à œuvrer pour le renforcement des relations entre les deux pays dans tous les domaines. L'ambassadeur de la Norvège à Alger a exprimé de son côté le souhait de son pays de renforcer et d'élargir les liens de coopération avec l'Algérie. Et enfin, l'ambassadeur de la Suisse en Algérie a affirmé à cette occasion la volonté du gouvernement de son pays à poursuivre et intensifier les bonnes relations que la Suisse entretient avec l'Algérie. Journée très mouvementée aujourd'hui devant la Cour suprême. L'ex-premier ministre Ahmadou Yahya et l'ex-ministre des Transports Abdelghani Zalen ont comparu devant le juge d'instruction. Ils ont été cités dans plusieurs affaires liées, entre autres, à la corruption. Avec nous en direct de la Cour suprême, notre correspondante Nakhla Larbi. Nakhla, bonsoir. Le verdict est tombé donc vers 17h. Ahmadou Yahya a été écroué à l'issue de son audition par le juge d'instruction. Avez-vous plus de détails à nous donner? Oui, Amina, donc en application des dispositions de l'article 573 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction près la Cour suprême a ordonné la mise en détention provisoire de l'ex-premier ministre Ahmadou Yahya qui a comparu donc aujourd'hui devant le juge. Nous l'avons attendu, donc la presse était présente en masse dès les premières heures de la journée pour voir l'arrivée. Mais finalement, l'ex-premier ministre n'est arrivé que vers 14h. Il a été suivi vers 15h30 de l'ex-ministre des Transports et des Travaux publics Abdelghani Zalen qui a également comparu devant le juge d'instruction près la Cour suprême et qui vient également de quitter donc la Cour suprême. Il semble, selon les informations qui nous ont été fournies, qu'il a été mis en liberté provisoire. Voilà ce que je peux dire. Ce que je dois rappeler également, c'est que l'ex-premier ministre Ahmadou Yahya a comparu, donc s'est présenté devant le juge d'instruction le 30 avril dernier dans l'enquête sur le détournement de deniers publics. Il est accusé, donc les griefs qui sont retenus contre lui sont importants et on s'attendait donc à ce que les sanctions soient conséquentes. Donc sa mise sous mandat de dépôt était en quelque sorte prévisible vu que l'ex-premier ministre fait partie d'un groupe de 12 hauts responsables du gouvernement qui sont impliqués dans des affaires de corruption. Voilà, Amina, ce que je peux dire jusque-là.
Merci Nakhla Larbi. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous à partir de la Cour suprême. Les deux sénateurs Saïd Barkat et Jamal Ould Abbas ont renoncé à leur immunité parlementaire au terme de déclarations écrites déposées auprès du bureau du Conseil de la Nation afin de permettre à la justice d'exercer ses missions constitutionnelles. C'est ce qu'a précisé, c'est ce qu'a indiqué aujourd'hui un communiqué de la Chambre haute du Parlement. Ainsi, ajoute le communiqué qu'il a été décidé d'annuler la réunion à huis clos prévue mercredi 19 juin pour statuer sur la demande du ministre de la Justice garde des Sceaux relative à l'activation de la procédure de la levée de l'immunité parlementaire des deux sénateurs. La DGSN a annoncé l'arrestation de 2251 personnes durant les 5 derniers mois de l'année en cours à travers le territoire national. Ces individus ont été arrêtés en vertu de mandats d'arrêt décernés par les juridictions nationales. Parmi les individus arrêtés, 391 personnes recherchées pour trafic et commercialisation illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 339 recherchés pour vol, 240 recherchés pour association de malfaiteurs, 7 personnes recherchées pour homicide volontaire, 37 recherchées pour tentative d'homicide, 33 personnes recherchées pour des affaires de contrebande, 55 recherchées pour des affaires de faux et usage de faux, alors que 123 autres personnes étaient recherchées pour escroquerie, 123 recherchées pour émission de chèques sans provision, 135 autres recherchées pour coups et blessures volontaires, ainsi que 768 personnes recherchées pour divers autres motifs tels que la fraude fiscale, l'abus de confiance et l'atteinte à l'économie nationale. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de la nouvelle approche de la DGSN de réduire le potentiel criminel, cette approche qui s'appuie sur l'engagement permanent de l'ensemble des services de police a pour but la diminution du taux de la criminalité et le renforcement du sentiment de sécurité chez le citoyen. L'organe national de prévention et de lutte contre la corruption a organisé ce matin à Alger une journée d'études sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, une journée animée par un expert européen et qui entre dans le cadre du programme d'appui à la mise en œuvre de l'accord d'association Algérie-UE. Il s'agit d'un débat sur le cadre juridique national relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, sous l'angle de l'approche basée sur les risques. Il est également question de restituer un guide pratique destiné aux professionnels soumis à la déclaration de soupçon. Cette action a pour objectif global la sensibilisation des professionnels, en particulier les représentants des professions algériennes assujetties, à l'obligation de rédiger et de transmettre les déclarations d'opérations suspectes aux normes et standards internationaux en vigueur et notamment aux recommandations du GAFI. Dans le cadre, bien sûr, de la lutte contre le blanchiment des capitaux, sous l'aspect de l'approche fondée sur les risques. Son objectif spécifique est l'élaboration d'un guide pratique en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, sous l'aspect précisément donc, de cette approche fondée sur les risques. Le principe général de l'approche basée sur le risque est donc d'obliger les professions financières et les professions non financières d'appliquer des mesures ciblées, c'est-à-dire des mesures de vigilance renforcées lorsque le risque est élevé et inversement d'appliquer des mesures de vigilance simplifiées lorsque le risque n'est pas élevé, lorsque les risques sont faibles. Les participants à cette rencontre proposent une série de recommandations représentant une valeur ajoutée afin de réactualiser et d'améliorer la performance des institutions financières et autres institutions directement concernées par la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Un communiqué du ministère de la Défense nationale nous informe ce soir qu'un détachement de l'armée nationale populaire a abattu cet après-midi suite à une embuscade tendue aux environs de la zone Hamem Rira, wilaya de Ain Tefla, et a récupéré
donc attendu une embuscade aux environs de la zone Hammam Rira, Wilayat Ain Defla, et a récupéré un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une grenade. Cette opération qui est toujours en cours. Toujours au plan sécuritaire, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier lors d'une patrouille de fouilles et de recherche près de Ain-Mgel, wilaya de Tamanrasset, 2 caches d'armes et de munitions contenant un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un fusil mitrailleur FMPK, 2 chargeurs, une chaîne de munitions ainsi que 537 balles de différents calibres. Dans un autre communiqué du ministère de la Défense nationale, nous avons appris ce soir que des gardes frontières en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté hier à Tlemcen 3 narcotrafiquants en possession de 200 kg de kiff traité, tandis que des gardes-côtes ont saisi El-Razawet et Bnissaf une autre quantité de la même substance élevant à plus de 105 kg. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP en coordination avec les services des douanes ont saisi à Borj Beji Mourtal plus de 23 kg de kiff traité, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 8680 kg de la même substance détenue par un narcotrafiquant assétif. D'autre part, des détachements de l'armée nationale populaire ont appréhendé lors d'opérations distinctes menées à Djanet et Tamanrasset 39 orpailleurs et ont saisi 38 groupes électrogènes, 28 marteaux-piqueurs ainsi qu'un camion chargé de mélange de pierres et d'or brut, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont découvert à Taref un atelier de préparation d'armes artisanales et saisi 595 grammes de kiff traité, un fusil de chasse, des outils de remplissage de cartouches, une quantité de munitions et divers autres objets. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouradoum, à Tunis, il prend part à une réunion ministérielle tripartite regroupant l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte sur la situation en Libye. La rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la concertation permanente entre les 3 pays voisins de la Libye, l'occasion de passer en revue les récents développements de la situation dans ce pays frère et de coordonner leurs efforts pour encourager les parties libyennes à faire taire les armes, de choisir la voie du dialogue et de retourner à la table des négociations. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Heddem, à Genève, il est intervenu aux travaux de la 108e session de la Conférence internationale du travail. Afeb Louchet. Ce sont les rencontres bilatérales avec ses homologues tunisiens et syriennes qui ont rythmé la matinée de travail du ministre du Travail et de la Sécurité sociale en marge de la 108e session de l'OIT dans un esprit de concertation et d'échange d'expériences. Et c'est à la Palestine que Tidjani Hassan Heddem a consacré une partie du discours prononcé aujourd'hui au nom de l'Algérie, réaffirmant la solidarité sans faille de notre pays avec le peuple palestinien et la disponibilité continue de l'Algérie à soutenir le peuple frère, notamment dans son secteur. Nous sommes en train d'échanger les expériences pour avoir aussi une même voix au sein de l'OIT et au sein du Bureau international du travail pour aider la Palestine aussi pour être intégrée pleinement dans le cadre du Bureau international du travail. L'Algérie, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, offre la possibilité à nos amis africains de bénéficier de l'expérience algérienne dans l'école supérieure de sécurité sociale. Cette expérience peut être donnée, peut être offerte aussi à nos amis palestiniens et à nos amis arabes dans le cadre d'une concertation et dans le cadre de l'échange d'expériences et d'expertise. Sur le plan national, après avoir énuméré les différentes actions entreprises par le gouvernement algérien en faveur du développement humain, notamment dans le domaine de la protection sociale et de l'éducation, M. Heddem a mis l'accent sur la nécessité du renforcement des libertés syndicales réclamées par ailleurs. Des progrès notables et considérables ont été réalisés
mais il y a des revendications, ça persiste des revendications par rapport aux libertés syndicales. Nous sommes conscients de cela et nous y travaillons sérieusement. Nous sommes ouverts au dialogue, nous sommes ouverts à la concertation et on est prêt à travailler dans l'intérêt suprême de l'Algérie et du travailleur algérien. Sur le plan international, Tijani Hassan Haddam a annoncé l'adoption par l'Algérie des 7 initiatives lancées par l'OIT à l'occasion de son centenaire qui doivent permettre à l'organisation de relever les défis de la mondialisation de la justice sociale face à celle du capitalisme sauvage, réaffirmant ainsi concrètement que le travail n'est pas une marchandise. Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, à Malabo, il prend part à la cérémonie d'ouverture officielle des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement et de la 45e assemblée annuelle du Fonds africain de développement. Cette ouverture a été suivie par un événement spécial auquel a pris part Loukal, consacré à la question de stimuler l'intégration économique de l'Afrique. En outre, le ministre a pris part aux travaux de la première session du Conseil des gouverneurs de la BAD. Il s'est entretenu avec le président de la BAD, avec lequel il a discuté de la coopération de l'Institut avec l'Algérie. Le calme est de retour à Djanet après quelques jours d'inondations grâce notamment aux différentes interventions des éléments de l'armée nationale populaire et de la protection civile ainsi que la mobilisation de la société civile. Pour rappel, plusieurs communes de la wilaya d'Ilizi avaient été fortement touchées par les intempéries. Une délégation interministérielle s'est dépêchée sur les lieux. Elle est arrivée hier pour se concerter avec les autorités locales sur les moyens et les mécanismes à mettre en place pour mieux prévenir à l'avenir contre ces risques majeurs. Et pour faire le point de la situation sur place, avec nous par téléphone, M. Chaliali Moussa, membre de la société civile dans la région de Ain Brir à Ilizi. M. Chaliali, bonsoir. Nous avons vu des maisons et des routes complètement immergées, plusieurs centaines de familles sinistrées. Une semaine après ces inondations, quel constat faites-vous après ce relatif retour à la normale? Madame, après une semaine d'inondations qui touche la région, elle est causée des dégâts matériels, mais Dieu merci, pas des victimes. Dans les villes Djanet et les autres environs, Burj El Hawas et les autres jusqu'à la ville d'Ilizi. Mais il reste une trace comme la boue dans les rues partout, et des déchets aussi, surtout au centre-ville de Djanet. Mais aussi, il y a un problème d'assainissement jusqu'à ce moment-là. Justement, une délégation interministérielle s'est dépêchée sur les lieux. Quelles sont les mesures qui ont été prises? C'est vrai qu'il y a une délégation ministérielle qui est aujourd'hui au Djanet pour inspecter le degré des dommages, j'ai dit, les dégâts causés par les récentes inondations qui touchent la zone là. Mais l'absence de l'assisté qui s'appelle les élus locaux et les associations qui sont actives dans le région. Mais à ce moment-là, il y a l'absence des sociétés qui n'y a pas convoqué pour assister ce réunion qui était fait déjà ce jour-là, ce matin. Et alors, madame, je vais m'expliquer ce que j'ai profité de l'occasion pour transmettre quelques demandes, si possible. Nous, la population de Djanet, nous demandons que le barrage souterrain, profiter de ce qui s'appelle les eaux et tout, mais aussi nous demandons les infrastructures pour réaliser dans la région. Monsieur Chalayi, finalement, madame, je m'excuse, je veux remercier l'AMP, l'armée nationale populaire, qui s'appelle sa intervention, et les autres autorités qui donnent l'aide. Merci. Monsieur Chalayi Moussa, merci pour votre intervention.
Ouverture publique ce matin au siège de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz. Les plis soumis par les potentiels investisseurs nationaux en réponse à l'appel d'offres national par voie de mise aux enchères portant sur la réalisation de plusieurs centres électriques solaires photovoltaïques d'une capacité globale de 150 MW. 4 wilayas du pays sont concernés par cette réalisation de photovoltaïque, à savoir Gardaya, Biskra, Ouargla et El Oued. Eh bien, puisque nous parlons de production d'énergie électrique, allons dans la wilaya de Blida, plus exactement dans la commune de Bouarfa. Alors, pour augmenter la capacité de production, de nouvelles centrales électriques sont en cours de réalisation. Camélia Melel. Chaque été, c'est le même scénario. La hausse des températures engendre une forte consommation d'électricité et par conséquent des coupures récurrentes. Afin d'éviter d'éventuelles pannes d'électricité et des désagréments pour les citoyens, la Sonalgaz de Blida a entrepris une batterie de mesures dans l'ensemble des communes de la wilaya, avec notamment la construction de nouveaux centres de transformation et de transformateurs de haute tension pour augmenter la capacité du réseau électrique. Une enveloppe financière de 175 millions de dinars a été allouée dans le cadre du renforcement du réseau électrique, et ce avec l'installation de 11 transformateurs électriques. À l'instar des autres régions, nous avons commencé dans la région de Bouarfa à installer de nouveaux câbles électriques. Le projet, dont les travaux sont à 50%, permettra l'alimentation de 50 familles en énergie électrique. À l'instar des autres régions de la wilaya de Blida, la commune de Djbabra est désormais reliée au réseau de gaz naturel, une action très attendue par les habitants puisqu'il améliorera certainement leur quotidien. Nous avons installé un réseau de 34 km où nous avons alimenté 1000 foyers dans la commune de Djbabra, et l'opération se poursuivra pour alimenter 60 autres foyers. Ces différentes réalisations ont pour objectif le renforcement des capacités de distribution de l'énergie électrique et du gaz naturel à travers le territoire national, notamment au niveau des régions isolées. 420 000 quintaux, c'est la production attendue dans la wilaya de Tipaza, qui n'est pas une wilaya à vocation céréalière, avec un rendement de 27 quintaux à l'hectare, mais aussi des records de production qui varient de 40 à 50 quintaux à l'hectare parmi les communes potentiellement céréalières. Nous pouvons citer Hadjoud, Bolkika, Hamar El Ain, Sidi Rachid et Mred. À elles seules, ces communes assurent 70% de la production de la wilaya. Reportage Abdelmajid Banrassi. Même avec ses 1100 céréaliculteurs, la wilaya de Tipaza ne prétend pas être une grande wilaya productrice de céréales, aussi bien le blé dur que le blé tendre ou l'orge. L'année dernière, avec ses quelques 440 000 quintaux, elle arrive juste à la 32e place à l'échelle nationale en termes de production. Par contre, et en termes de rendement à l'hectare, Tipaza a occupé la 3e place avec 27 quintaux à l'hectare et compte même certains pics record. Le point fort, c'est les rendements. On a été classé l'année passée, 2017-2018, 3e. Parce que le rendement moyen les céréales, c'est 27 quintaux à l'hectare. Mais pour cette année, on préconise de 35 à 40 quintaux à l'hectare. Et pour le pic, ça va être de 50 à 60 quintaux à l'hectare. Pour la campagne moisson-battage pour cette année 2018-2019, on préconise une très bonne année. Vu les conditions climatiques réunies pour cette année, le taux de précipitation, aussi l'accompagnement technique par rapport à cette filière, et aussi les données, tout ce qui est terre végétale, accompagnement, l'utilisation des engrais, l'irrigation d'appoint. La production de cette année sera meilleure que celle de l'année dernière. L'année dernière, on a été défavorisé par les fortes pluies. Quant à la production de cette année, elle atteindra, on l'espère, entre 40 et 46 quintaux à l'hectare. En amont et en aval de la filière céréaliculture, nous retrouvons la coopérative des céréales et des légumes secs, un organisme public qui accompagne tout au long de l'année les agriculteurs. Nous assurons la livraison des semences Manaqbel. Ensuite,
on met tous les moyens qu'il faut au profit du producteur, donc que ce soit les intrants, les engrais ou le traitement. Ensuite, on déploie notre flotte en machine, en moissonneuse-batteuse et en ramasseuse-presse. Ensuite, c'est le stockage. Alors, le stockage, aussi bien pour la consommation que pour la semence. Et vous avez donc, nous avons de centres de stockage? Nous avons, pour la wilaya de Tipaza, 4 centres de stockage avec un appui de la wilaya de Blida qui se situe aux environs de l'Afron. La céréaliculture est une filière hautement stratégique que les pouvoirs publics doivent conforter en tout temps. Bien sûr, c'est très important. C'est le but de la politique du gouvernement. C'est la sécurité alimentaire qui est nécessaire pour notre pays. Et c'est la bataille cruciale. Voilà, une bataille cruciale devenue une priorité, car nous sommes aujourd'hui très loin des grands rendements atteints par les céréaliculteurs à travers le monde. Un rendement qui se situe entre 70 et 80 quintaux à l'hectare. Parlons de tourisme à présent. Cascades, d'eau, criques et plages paradisiaques. Ain Tegoreit ex-Berar se prépare à accueillir ses estivants. Nettoyage des plages et aménagement de la ville sont en cours. Situé dans la wilaya de Tipaza, Ain Tegoreit peut accueillir jusqu'à 950 lits. Le reportage de Marie Moussaïd. Ain Tegoreit, anciennement appelée Berar, est une commune de la wilaya de Tipaza. Riche de plages de sable fin et de criques féeriques, Ain Tegoreit se prépare tranquillement au démarrage de la saison estivale. Tout commence par le nettoyage des plages, ramasser les déchets et tout planifier pour accueillir les estivants à la recherche de calme et de beauté. Le centre-ville se voit lui aussi donner un coup de lustre. Et surtout, le joyau de la commune, la cascade de Ain Tegoreit, qui ravit tous les estivants et touristes de ses eaux cristallines à l'abri des feuillages denses des arbres qui l'entourent. Un travail de fourmi qu'effectue Djilali Djerboua, le maire de la commune. Il veille au bon fonctionnement et à la valorisation et à la réputation nationale de sa commune. Les dernières années, elle a connu quelques progressements, quelques aménagements يدخل في إطار tourisme. الحمد لله يعني عرفت تطور إيجابي وسريع rapidement tels que les aménagements اللي خدمناهم au niveau de la cascade اللي شفتوها les aménagements داخل la ville. Les trottoirs, les accès secondaires au Kamel, surtout le boulevard Front de Mer. Le boulevard Front de Mer, c'est bon, la vitrine de la ville. C'est la vitrine, bien sûr. Bon, à Tegoreit, on a des équipements d'auberge. On a un auberge de jeunes, qui peut être 100 lits. On a l'hôtel, c'est un hôtel extra, chbab, luxe. Il appartient à un privé. On a des locataires, des appartements à louer. Même le nombre de lits qu'il y a au niveau de Ain Tegoreit, on peut recevoir 900 à 950 lits. Destination prisée par les Algérois pendant des décennies, elle est aujourd'hui un pôle attractif et touristique qui attire tous les Algériens de toutes les wilayas. Le rappel des titres à présent. Le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a reçu aujourd'hui au siège de la présidence de la République à Alger les ambassadeurs de 10 pays qui lui ont remis leur lettre de créance. Le juge d'instruction près la Cour suprême a ordonné le placement de l'ex-premier ministre Ahmadou Yahya en détention provisoire à la prison d'Al-Harrach. Ahmadou Yahya a été entendu par le juge d'instruction près la Cour suprême dans des affaires concernant la dilapidation des deniers publics, d'abus de fonction et d'octroi d'indus privilèges. Le calme est de retour à Djanet après quelques jours des inondations. Plusieurs communes de la wilaya d'Ilizé avaient été fortement touchées par les intempéries. Une délégation interministérielle s'est dépêchée sur les lieux.
Et puis le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Heddem, toujours à Genève, il participe aux travaux de la 108e session de la Conférence internationale du travail. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.